Salut à tous, moi je m'appelle Nicolas Bernot, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent c'est le même nom, donc c'est pratique. Voilà, je suis comédien, notamment dans des fictions French Nerd, Golden Moustache de manière plus intensive ces 2 dernières années, et dans des courts-métrages, du théâtre un peu partout. Voilà. Alors quel métier je préfère je vais dire acteur parce que c'est le métier que je connais le mieux, c'est le métier que je pratique depuis le plus longtemps. Après j'adore écrire. Et le troisième c'est quoi, réalisateur? Ouais, résultat. Alors je me considère pas comme un réalisateur, donc du coup je peux pas dire que je préfère. Je sens toutes les faiblesses que je peux avoir là-dedans et je sais à quel point c'est un métier. Je le découvrais pas mais je le découvre d'autant plus en le faisant un peu. Donc disons que réalisateur peut-être je le serai un jour, mais pour l'instant j'ai pas l'impression de l'être. Donc si je devais dire, mon préféré c'est comédien, mais j'adore écrire aussi. Quand j'étais petit, j'ai voulu faire 10 000 métiers, et tous les métiers que j'ai voulu faire, finalement, naissaient de films que j'avais vus en fait. Toutes mes vocations sont nées de films que j'ai aimés. Donc à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est pas ces métiers-là que je veux faire, c'est acteur que je veux faire. Quand j'ai vu Indiana Jones, je voulais être archéologue. Quand j'ai vu, je sais plus, il y avait un film qui s'appelait Le Verdict, je voulais être avocat, etc. Donc j'ai voulu, longtemps j'ai voulu être avocat, ce qui est proche finalement de mon métier. C'est-à-dire défendre des causes avec de l'éloquence. Et voilà, après j'ai voulu être danseur classique quand j'étais petit, ce qui a fait un peu peur à mon père. Mais ouais, non, ouais, les métiers qui sont restés le plus longtemps, c'était ça, c'était archéologue et avocat. Et en fait, juste parce que j'aimais bien Indiana Jones. Alors, avant de travailler avec Moustache et French Nerd, j'ai fait une formation de théâtre, déjà dans un conservatoire d'arrondissement, enfin 2 conservatoires d'arrondissement, que je conseille d'ailleurs fortement à ceux qui veulent prendre des cours de théâtre ou se destiner à ce métier. Je sais pas que j'ai eu une aversion contre les cours privés, mais la plupart des cours privés, ce sont des business dans lesquels il y a énormément de monde, on dépense beaucoup d'argent et on n'a pas forcément énormément d'heures pour travailler. Alors qu'un conservatoire d'arrondissement, c'est très peu cher, c'est à l'année. Et je sais que moi, les 2 arrondissements que j'avais fait, c'était le 16e et ensuite le 14e. 16e, je faisais entre 20 et 25 heures par semaine de théâtre, plus les répétitions. Donc je pense que c'est une bonne manière d'apprendre pas son métier, mais d'apprendre ses gammes en tout cas. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai fait des courts-métrages avec mon meilleur pote pour m'exercer à l'image. Et beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Là, ça fait 5-6 ans maintenant que c'est un petit peu en stand-by. Pas par choix, j'espère y revenir bientôt. Mais voilà, mon parcours, ça a été ça. Parcours théâtre classique, théâtre contemporain, essentiellement théâtre et audiovisuel par des courts-métrages. Et puis là, depuis quelques années, très audiovisuel de par Internet. Alors, moi, depuis le début, ce que je voulais faire, c'était écrire. C'est-à-dire que, avant même d'intégrer le monde du web et Golden Moustache, j'écrivais déjà avec mon meilleur ami. On a écrit plusieurs choses, des longs métrages, des courts métrages, des débuts de série. D'ailleurs, peut-être je vous donnerai un lien pour que vous puissiez voir un pilote teaser de quelque chose qu'on a fait aux États-Unis il y a un an. Donc, écrire, ça m'a toujours plu. Dès ma première année de théâtre, il y avait un spectacle qui était très bien pour fédérer un peu le groupe, c'est que le premier spectacle de l'année était entièrement écrit, mis en scène par tous les élèves. Donc c'était une bonne manière de se connaître, d'apprendre à se connaître et de se distribuer des rôles, d'écrire. Donc l'écriture, ça a toujours été quelque chose d'assez présent chez moi. Et la réalisation, je dirais que pour l'instant c'est un hasard, parce que à Golden Moustache, notamment au Lab, on nous encourage à être autonome, à faire les choses un peu nous-mêmes. C'est aussi lié à une certaine économie, mais c'est aussi pour nous donner l'occasion d'apprendre un peu, de se confronter à ça. Donc c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure sur la question avant. Réalisateur, j'aime ça, mais je sais aussi à quel point c'est un métier, et donc quand ça n'est pas le sien, on se confronte au présent, à ses limites en fait. Donc pour l'instant j'aime bien, mais c'est pas l'endroit où je prends le plus de plaisir. Si on doit parler par exemple du web, j'ai adoré faire le Visiteur du Futur, j'ai adoré faire les opérateurs. Après, dire s'il y en a un préféré, comme à chaque fois ça correspond à une période de ma vie, ou une année, ou une saison,
je pourrais dire à la limite ce que j'ai préféré jouer ou faire dans une saison, mais là, comme ça, dans l'absolu, c'est trop compliqué. En plus, j'aurais peur de vexer à tort des gens. Voilà, mais disons que, je sais pas, l'année passée, c'est vrai que le rôle que m'a offert Adrien Méniel dans Nego, ça a été un rôle très agréable à jouer et j'étais très content et j'avoue, j'étais un peu fier de faire partie de ce sketch. Voilà, après, si c'était l'année d'avant, bah oui, Raymond dans Le Visiteur du Futur, je suis très fier de ce personnage que, euh, que François m'a offert. Voilà. Après, au théâtre, je suis. Ouais, non, mais ouais, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que j'ai pas c'est des moments en fait dans ma vie que j'ai préféré, mais aujourd'hui, je pourrais pas dire le moment que je préfère parce que ça figerait un peu le truc dans le temps, quoi. Alors, c'est marrant, c'est une question qu'on pose souvent aux comédiens. Moi, j'adore tout jouer du moment que c'est intéressant, du moment que je retire un plaisir d'acteur et que le résultat sera enrichissant ou divertissant pour les gens. Mais j'aime autant jouer du drame que de la comédie, avec une envie en ce moment justement d'aller un petit peu plus vers le drame, parce que c'est pas forcément l'endroit dans lequel on donnerait des rôles en ce moment. Donc je suis très content d'explorer ça à travers des courts-métrages. Là j'ai fait un 48 heures film projet où je fais un rôle pas du tout drôle. Je vais faire un court-métrage là bientôt où je fais un père de famille qui a perdu son enfant. Donc voilà, j'aime les deux avec des plaisirs différents en fait. Mais en fait, quand je dis des plaisirs différents, c'est pas tout à fait vrai. C'est juste que quand on est acteur, il y a autant de plaisir à jouer de la comédie qu'à jouer du drame. C'est juste un plaisir qui a un endroit différent, qui provoque pas les mêmes sensations, mais le plaisir est de la même intensité. Ce qui fait plaisir quand on fait de la comédie, c'est évidemment d'aller explorer ce qui va faire rire. Donc il y a quelque chose de très jouissif là-dedans, même si on ne le maîtrise pas forcément sur le plateau. Et quand on va dans le drame, c'est aller puiser des choses de soi qu'on soupçonne pas forcément au service d'une histoire plus dramatique que notre propre vie, et d'essayer à travers ça de toucher les gens. Mais dans les deux cas, il y a une ambition de toucher. Donc toucher en faisant rire ou en pleurant, qui sont deux émotions très proches. Et d'ailleurs, j'adore jouer c'est pour ça que j'aime beaucoup les sketchs d'Adrien Méniel. C'est qu'il y a cette ambivalence permanente. C'est qu'on rit de quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et j'aime bien ce dosage-là et ce mélange doux-amer et gros-doux. Bon, le personnage qui me fait rêver, mais je pense que je le jouerai jamais, c'est James Bond. Parce que voilà, ça fait toujours rêver de se dire, c'est la classe quoi. Après, bon, en fait, j'adorerais jouer des rôles où on m'attend pas du tout, où on va au-delà un peu de l'enveloppe physique ou de ce qu'on se fait comme idée un peu superficielle de moi. Je suis très content en fait d'avoir des potes qui viennent me voir en me disant ah bah tiens je t'ai vu dans tel truc, je pensais pas que tu pouvais faire un truc comme ça sans que ce soit péjoratif. Donc en gros aller dans des rôles où on oublie un peu l'image qu'on peut avoir de moi en fait. Même si on me reconnaît pas, c'est même encore mieux. Bah, en fait, j'ai pas de secret, j'ai juste une chance énorme que plein de gens autour de moi, à Golden et autres, m'aiment beaucoup et ont envie de travailler avec moi. Donc c'est vraiment une chance, parce que c'est juste ils m'aiment bien, et puis très gentiment, ils pensent à moi. Et quand ils pensent à moi, quasiment tous en même temps, bah, ça fait que je me retrouve à travailler énormément, donc c'est cool. Mais productif, c'est surtout eux qui sont très productifs, et moi j'ai la chance de participer à leur production et à leur créativité. Et j'essaye maintenant, en tant qu'auteur, de les faire participer à la mienne. Mais c'est un concours de circonstances, en fait. Je fais beaucoup de choses parce que beaucoup de gens me sollicitent, donc je suis très content et je le fais, et voilà. Alors, des castings, j'en passe pas énormément. J'aimerais bien en passer plus. Là, justement, je suis en train de rechercher un agent qui me permettrait d'en faire plus, notamment pour la télé et le cinéma. Enfin, après, sur Internet, on en fait beaucoup moins. J'en ai fait que pour les opérateurs, par exemple, parce qu'il y avait une diffusion télé. Donc, du coup, il y avait besoin de convaincre la télé que François estime avait fait le bon choix. Mais sinon, dans le web, c'est assez confortable ce côté-là. C'est qu'on est recommandé par des amis ou on est vu dans des vidéos. Donc, les personnes se disent bah, je t'ai vu dans ça, donc je pense que tu pourras tout à fait le jouer.
c'est ce qui est confortable d'un certain côté et ce qui peut avoir un inconvénient de l'autre. Là, c'est vraiment le comédien qui parle parce que ça peut arriver parfois de se retrouver sur un projet où on se dit ah, j'aurais bien fait quand même un casting juste pour que tu sois sûr que je peux le faire et que le rapport soit sain et et que je sache que je suis là parce que je suis légitime dans le rôle et pas juste parce que je suis un pote. Voilà. Parce que c'est parfois ce qui me pêche un peu, je trouve, dans certaines fictions internet. On fait avec les moyens qu'on a, avec les personnes qu'on a, effectivement. Et parfois, on prend les personnes qu'on a parce que c'est nos potes et qu'on sait qu'elles vont accepter soit les conditions financières, soit parce qu'on n'ose pas, en fait, solliciter des gens ou qu'on n'ose pas dire à un pote je pense que tu pourrais le faire, mais je voudrais en être sûr, donc je vais t'auditionner. Et parfois, il faut gérer ça sur place pendant le tournage, donc c'est un peu compliqué. Moi, je sais que quand je sens des gens peut-être un peu dans le doute, ce qui va peut-être notamment arriver pour la prochaine série de François, mais c'est pas encore sûr ça, et où il m'a dit clairement, il m'a dit voilà, j'aimerais essayer, voir, donc que tu passes un casting pour voir si ça pourrait correspondre. Et moi je trouve ça très sain, c'est-à-dire que bah du coup oui c'est normal. On n'a pas toujours des évidences ou des certitudes, il se dit bah voilà j'ai envie de te voir dans le truc pour voir si tu es capable de le faire. Et ça permet en plus aux comédiens de pouvoir prouver aussi à des gens, parce que ce qui est paradoxal c'est que les gens qui me connaissent le moins me proposent les rôles les plus différents en fait. Les gens qui me connaissent, parce qu'ils m'ont vu dans un registre et qui m'aiment bien dans ce registre-là, naturellement, dans l'écriture, vont se dire ah bah ça, si là il y a un mec qui gueule ou qui est un peu autoritaire, on va mettre Nicolas parce que ça, il sait très bien le faire, je l'ai vu le faire dans d'autres trucs, donc je sais que ça marche. Ce que je comprends, mais du coup, l'audition sur certains rôles peut permettre de prouver qu'on peut faire autre chose. Bah, je fais du doublage depuis quelques années, mais des petits rôles, des petites ambiances, des petites choses, etc. Et bah, tout simplement, je me suis retrouvé sur le plateau à faire des petits rôles ambiance pour 50 nuances degrés. Et puis la directrice de plateau m'a dit ah, tiens, attends, reviens tel jour. Parce qu'il y a le rôle du frère, là, il y a une scène, ça pourrait correspondre, tu pourrais faire le truc. J'ai fait les essais, puis j'ai été pris pour faire cette petite scénette. Et j'ai refait aussi les retakes pour la bande-annonce. Et voilà, c'était marrant, c'est la seule scène en plus, je crois, c'est sûr même, c'est la seule scène du personnage dans le film. Et c'était rigolo de voir les petites souris que vous êtes ou d'autres, des petits curieux qui m'ont fait mais dis-moi, c'est pas toi, non voilà, donc c'est drôle. Je me suis retrouvé là juste parce que je fais du doublage voilà, depuis quelques années. Plein de petits rôles. Donc s'il y en a qui m'en connaissent, ils sont forts parce que c'est toujours des petites choses. Et là, c'était un truc un petit peu plus de premier plan parce que, bah, n'ayant qu'une scène et sur un film un peu à succès comme ça, les gens l'ont un peu plus remarqué, quoi. Alors c'est très drôle parce que Pascal Hainaut, justement, ça fait partie de ces comédiens que je connaissais avant de rencontrer toute la bande de French Nerd, notamment sur cette pub. C'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était sur cette pub. C'était mon meilleur pote qui réalisait. Et on devait jouer donc bah, cette pub avec Vincent Clerc qui est très sympa et tout. Et Pascal qui arrivait des États-Unis, qui a recommencé à zéro sa carrière à Paris. Et on a discuté, et je l'ai trouvé touchant, gentil. Il disait voilà, moi je recommence tout à zéro, comment tu fais, est-ce que tu as des conseils à me donner, etc. Enfin, on a échangé un peu nos expériences. Et puis après, on s'est pas trop revus. J'étais sur un projet de théâtre où j'ai appris peu de temps après qu'il avait auditionné lui aussi pour ce rôle, etc. Et c'était marrant parce qu'il y avait quelque chose où on se suivait sans se concerter sur certains projets. On était proches de loin en loin, en fait. Même si ça veut pas dire grand-chose cette phrase, mais et puis arrive donc dans ma vie des gens comme Slim et François. Je me mets à regarder Le Visiteur du Futur, et là je fais, c'est Pascal Hainaut. Et là on me dit, ah tu connais Pascal? Et je fais, bah oui, j'ai fait une pub avec lui il y a quelques temps et tout. Il me dit, ah bah c'est trop marrant, parce que nous, bah, il joue dans Visiteur du Futur, et nous c'est né d'une parodie de ses vidéos sur YouTube. Et ces vidéos-là sur YouTube, c'est un pote à moi sur un projet de théâtre qui me dit, tu connais Pascal Hainaut, qui m'a montré ça. Et j'ai fait, ah mais putain c'est marrant, je le connais. Et ça a été tout le temps comme ça avec Pascal. Et voilà, et c'est un mec que j'aime beaucoup, qui est un bon acteur, qui est gentil. Et ça fait bizarre de dire juste ça comme ça, mais des gens gentils, ça fait du bien aussi. Et ce mec-là est très gentil. Et pas au sens il est gentil, parce qu'il est un peu con. Il est vraiment gentil. Et j'étais très content de le retrouver là sur. Alors peut-être que c'est une prochaine question, mais sur la série dans laquelle j'ai joué de Yacine Belouz. Je sais pas si. Non, mais non. Ouais. Voilà. Et Pascal sera dedans, et je suis très content qu'il soit dedans, et je suis très content que des gens pensent à lui, parce qu'il a une vraie gueule de cinéma, quoi.
j'adorerais jouer pour les frères Cohen ou pour Paul Thomas Anderson. Parce que je suis vraiment fan de leur cinéma, après Scorsese évidemment, mais ça fait un peu cliché classique, mais Paul Thomas Anderson, parce que il y a un film qui est encore mon film de chevet, qui est un film qui m'a bouleversé sur la manière de traiter une histoire d'amour, qui s'appelle Punch Drunk Love, que je conseille d'ailleurs à tous les futuristes. C'est un film que je trouve magnifique de fragilité, de poésie, même en termes purs, en termes techniques purs, je le trouve très beau ce film. Donc voilà, c'est un réalisateur qui m'a marqué, je trouve qu'il a une très belle manière de diriger les acteurs. Parce que Punch Drunk Love, c'est un film avec Adam Sandler, qui est pas du tout un. Pas qui est un humoriste, quoi, qu'on a vu dans plein de comédies. Et pour moi, il fait le plus beau rôle de sa carrière dans ce film, où il fait un mec un petit peu handicapé avec la vie et les gens, à la limite de l'autisme. Et il est extraordinaire dans ce film, c'est un très très beau film. Voilà. Donc lui, c'est vrai que j'aimerais bien un jour peut-être tourner pour lui. Mais après, il y en a plein d'autres, il y a Gus Van Sant, il y a. Même, ça paraît bizarre, mais parce que j'adore comment il dirige ses acteurs aussi, Ben Affleck. Notamment, je pense à son frère, Casey Affleck, que je trouve très fort. Et quand je vois un film comme Gone Baby Gone, que je trouve dingue, pas Gone Girl, mais Gone Baby Gone, que je trouve incroyable. Et voilà, après, mais si je devais choisir seulement, ce serait ouais, Ridley Scott, Scorsese, Paul Thomas Anderson et les frères Cohen. Voilà. Après, si Terry Gilliam a un petit rôle pour moi, pas de souci. En fait, à chaque fois que je vois que De Niro prend un coup de vieux, je me dis putain, faut que je me dépêche. À chaque fois qu'un acteur que j'adore meurt, je me dis eh merde, je jouerai jamais avec lui. Donc bah, j'adorerais, oui, jouer avec De Niro, jouer avec les grands acteurs comme ça, américains, Al Pacino, mais je pense que c'est un peu le rêve de la plupart des acteurs français. On a tous ce fantasme un jour d'être là et de faire une scène avec ces mecs-là. Et après, pour la France, voilà, moi j'adore Jean-Paul Belmondo, même si là il est très diminué, mais j'aime tellement ce mec que j'adorerais même faire une mini-scène avec lui. Et ensuite, dans les acteurs français, il y a Rochefort. Je suis un peu à l'ancienne école, moi. J'adore les anciens acteurs, même s'il y a plein de jeunes acteurs que j'aime beaucoup. Hein. Faut pas que. Mais qui me feraient rêver vraiment, genre en mode ah ouais, si je devais vraiment mourir demain et jouer quelque chose, ce serait plus avec des acteurs comme ça, comme Rochefort, comme Marielle, comme Piccoli. Parce que c'est des acteurs qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin, à travers les films de Claude Sautet, à travers tout ce cinéma des années 60-70 français que je trouve formidable justement dans son authenticité française, dans sa capacité à ne pas essayer de faire comme les Américains et à faire des films typiquement français, à faire de vrais films noirs ou de vrais films, de vraies comédies sentimentales ou de vrais films d'émotion. Sautet pour moi, voilà, c'est un modèle dans ce genre et donc tous les acteurs de Sautet de cette époque, encore vivants, j'aimerais jouer avec eux. Alors, comment j'ai rencontré l'équipe de French Nerd? Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'avais euh, j'avais un pote chef opérateur qui bossait pour une société qui s'appelait Brainsonic et qui m'avait dit bah écoute, j'ai parlé de toi à une chargée de projet là-bas en leur disant qu'il fallait qu'ils t'engagent parce qu'ils ont pas mal de projets comme ça de fiction web pour communiquer sur les entreprises. Et je leur ai dit que tu pouvais être très bien dans ce genre d'exercice. Et donc je lui dis, bah, c'est sympa, merci et tout. C'était une période où j'avais vraiment pas beaucoup de boulot. Et puis un jour, je me balade au but de Chaumont, il faisait beau. Et je vois un tournage, des lumières qui s'installent, etc. Donc je mets un peu le bout de mon nez. Puis je fais, ah bah c'est mon pote, donc c'était mon pote le chef-op. Puis je tourne la tête, je reconnais encore une autre personne de l'équipe, etc. Et donc je dis, il me dit, bah qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah je me baladais tranquille. Il me dit, bah écoute, c'est fou, justement, la nana dont je t'ai parlé, à qui j'ai parlé de toi, elle est là. Donc on se présente. C'est une femme qui s'appelle Carole. Elle dit, ah bah très bien, d'accord, donc c'est toi, ok, très bien. Bah écoute, j'aurais peut-être quelque chose pour toi, on se recontacte. Bon, je me suis dit, bon, elle le fera jamais. Une semaine après, elle m'a appelé. Et elle me dit, voilà, il y a une web série pour la société Sphère, écrite par Slimane Baptiste Beroun, qui s'appelle 42e étage, viens faire un casting. Donc j'ai fait un casting pour ça. Et bah, j'ai rencontré donc Slim au casting, ça s'est plutôt bien passé puisqu'il m'a engagé. On a fait cette mini-série avec Florent Dorin et Benoît Alman, qui a bien marché en tout cas pour la marque dont on s'occupait. Et puis bah, la rencontre était faite avec Slim, il a parlé de moi ensuite à François,
en lui disant ouais, il est vraiment bien et tout. Et moi à l'époque j'étais fan du Golden Show d'ailleurs il le raconte, il l'a déjà raconté François, mais un jour je l'avais croisé par hasard près de Ankama et j'ai fait un peu le stalker, genre je l'ai alpagué en faisant François Descraques et il me fait oui. Je dis ouais, je suis Nicolas Bernot. Il me fait ah oui, d'accord, oui, Steve m'a parlé de toi. Bon, voilà, moi j'adore le Golden Show. Enfin, j'étais surexcité, machin. Donc il m'a dit oui, oui, on sentait que t'étais volontaire. Donc voilà, et puis après, j'ai pas perdu de vue, mais oui, on s'est un peu moins. On était un peu moins en contact avec Slim et tout. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit écoute, voilà, moi j'avais bien aimé bosser avec toi. On a ce projet avec François, les opérateurs. C'est pour France 4, donc faut que tu passes une audition, mais pour nous, le personnage de Charles te correspondrait très bien. Et voilà, puis j'ai passé l'audition, c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré François Descraques, et voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans ce monde génial de French Nerd. Alors déjà j'étais très content parce que, enfin, ça s'est fait en deux étapes. Si je suis honnête, en fait la première fois, François, lors d'une soirée, vient me voir et me fait Nicolas, bon voilà, tu as un rôle dans la saison 4 du Visiteur du Futur. Donc j'étais vraiment genre, j'avais l'impression qu'on m'annonçait que. Enfin ouais, j'étais super content. Puis il y avait un côté très secret, genre t'en parles pas parce que faut que j'attende de voir un peu dans l'écriture ce qui se passe et tout. Mais en gros, François il aime bien écrire pour les gens. Pas seulement, mais voilà. Donc il avait pris la prudence de me dire écoute, je vais voir un peu ce qui sort en écriture, mais j'ai pensé à un personnage qui pourrait te correspondre, qui serait cool, et voilà. Donc moi j'étais un peu excité, etc. Et puis donc quelques semaines ou mois après, il m'envoie donc une première version du scénario. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu, si je suis honnête, la première fois que j'ai lu le personnage de Raymond, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit écoute, je trouve la série super et tout. Enfin dès que j'ai vu le personnage de Clotilde 4, enfin cette cour de Néo Versailles et tout, je trouve ça génial vraiment. En plus, j'ai su très vite qui ferait quoi, donc je pouvais tout de suite imaginer les acteurs dedans. Je trouvais ça génial comment ça s'articulait. Et mon personnage, je lui ai dit, j'ai eu la maladresse de lui dire, écoute, je vois pas trop ce que je pourrais faire avec ce personnage, etc. Donc ça a un petit peu accroché parce qu'il m'a dit, bah moi je sais ce que tu pourrais faire avec, donc voilà. Mais après, donc il était à me dire, bah tant pis, hein, si t'en veux pas et tout. J'ai fait, non, non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Donc ça a été un peu houleux au début, et puis ensuite on a pu discuter. Il m'a dit, écoute, fais-moi confiance, je sais que tu peux faire un truc bien avec ce personnage. Tout comme j'ai su que tu pourrais faire un truc bien avec Charles, donc fais-moi confiance et tu verras, le personnage, il a de la consistance, il a son importance et son utilité, et tu pourras très bien incarner ça, etc. Et voilà, bah, je vais pas dire il a eu raison, mais j'étais très content en fait d'avoir eu tort en fait quand j'ai vu déjà en le jouant l'ampleur que je pouvais lui donner, enfin l'ampleur qu'il y avait déjà en fait dans le texte que j'avais pas su voir moi. Mais c'est peut-être pour ça que François est un auteur et réalisateur de talent et que moi je suis comédien et un peu auteur. Donc voilà, et donc au début oui un peu en mode, mais pas c'est pas que j'ai pas aimé le personnage, c'est que j'étais en mode un peu maladroit de me dire est-ce que je vais pouvoir jouer ça, ce personnage un peu comme ça, un peu gauche, un peu et en fait, je crois que c'est pas trop mal passé, donc c'était cool. Mais bah, notamment ce que tu disais pour les castings, quand je suis arrivé sur le tournage au début, là, ça y est, je rentrais dans autre chose encore. Je rentrais pour moi dans une légende un peu du web, c'est-à-dire je rentrais dans une histoire qui avait déjà 3 saisons derrière, qui avait un public très fort, très fidèle, très exigeant, très dur, très exigeant. Et du coup, moi j'arrivais, nouveau personnage, un peu épisodique, c'est-à-dire moins en premier plan, donc avec quand même la pression de se dire que chaque intervention doit être bonne et comptée. Et François a son exigence, donc sur le moment on est là à dire oh merde, j'y arriverai pas, je mérite pas un peu Wayne's World devant Aerosmith, c'est pas Aerosmith d'ailleurs, c'est devant Alice Cooper. Bref, et puis voilà, et puis à un moment donné, on trouve le truc, puis on voit François qui sourit, qui est content, on se dit ah putain, trop bien, et puis voilà. Donc au départ réticent, et puis après super content de le faire, et encore plus fier quand j'ai vu comment le public a reçu et cette saison et le personnage. J'ai encore de temps en temps des gens qui viennent me voir en me disant ah Raymond, moi j'ai vraiment bien aimé ce perso, ce côté un peu naïf, en même temps touchant, proche de nous, puisqu'il nous représente nous, les fans, etc. Donc voilà, j'avais cette pression-là aussi. C'est que ça m'a foutu la pression, c'est que je me suis dit, waouh, en fait, c'est moi le personnage qui représente les fans et tout, oh, c'est chaud, comment je vais faire?
Alors, c'est vrai que alors, au début, j'ai pas réfléchi comme ça. Je savais qui était dedans, de sûr, comme Simon, Ludovic, etc. Donc, ça, j'étais très content à l'idée de jouer avec eux. Et j'avais un plaisir doublé parce que je savais que Sabine faisait Clotilde. Donc, Sabine, bah, pareil, que j'ai rencontré sur les opérateurs. Donc, il y avait un truc un peu. Voilà, j'étais avec des gens que j'aimais bien, que je trouvais talentueux. Donc, j'avais déjà le plaisir par avance de jouer avec des gens que je savais bons. Et c'est vrai que oui, j'avais envie. Sur le moment, je me suis dit, ah, trop bien, je vais avoir des scènes avec Simon, avec Ludo, etc. Qui sont des gens que je trouve très forts et très drôles. Et donc j'étais content d'avoir même des petites scènes avec eux. Ouais, ouais, il y avait un peu une excitation comme ça, en fait, à l'idée de. Mais j'ai pas pensé en termes de scène. Je me suis pas dit, ah, j'espère que j'ai une scène avec. Je me suis dit, bon, voilà, je vais lire le personnage et la saison. Mais je savais que quoi qu'il arrive, je participais à quelque chose, il y avait des gens que j'aimais et des gens que je trouvais très bons au-delà du fait que je les aimais, quoi. C'est le contraire. Il m'a dit dès le début, ton personnage meurt. Voilà, il m'a dit tout de suite, il m'a dit voilà, j'ai un rôle pour toi. En revanche, il meurt. Donc voilà. Et moi sur le moment, en fait, c'est très marrant parce que ça, j'avais adoré. Je m'étais dit ah trop bien, putain, je vais jouer vie et mort d'un personnage. C'est rare qu'on ait la possibilité de faire ça dans une fiction. Et voilà. Mais justement, ma crainte était sur le moment de me dire, mais ce personnage qu'on aura à peine le temps de faire exister pour les gens va redisparaître. Et je m'étais dit, bon, les gens s'en foutront complètement. Il va arriver, il va mourir. C'est pas comme la mort de Judith où moi, quand je l'ai vu, j'étais. Et à chaque fois que je le revois, à travers les flashbacks qu'on voit dans la saison 4, etc., je me dis, waouh, putain, j'ai j'ai adoré de plus en plus en fait le Visiteur du Futur. C'est-à-dire que quand j'ai vu la première saison, je fais oh, putain c'est vachement bien. Évidemment ça a des limites, des défauts, des trucs. Mais je me dis ah j'ai envie de voir ce qui se passe. Puis saison 2 je fais oh trop bien, il y a encore un gap supplémentaire. Ça commence à s'installer vraiment comme une série. Saison 3 ça prend encore une dimension en termes de mise en scène, de lumière. Que l'arrivée de Jacques courte en méchant badass et tout. Et j'ai fait oh, c'est génial cette série. Et la mort de Judith, moi ça, je me suis dit, ah oui, il est très fort. Parce que vraiment, moi j'ai un peu la chair de poule, ça m'a marqué. De me dire, waouh, je me suis attaché à ce personnage tellement que de le voir mourir, c'est très fort déjà de le faire mourir. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le talent de François qui a su se dire, bah, dans tous les grands films que j'ai aimés, toutes les grandes sagas que j'ai aimées, il y a toujours un moment donné où un personnage qu'on adore disparaît. Yoda dans Le Retour du Jedi, s'il meurt pas, c'est pas le même film. S'il n'y a pas d'un seul coup cette dimension pour le héros de se dire oui, c'est fragile ce qui se passe là entre nous et on peut perdre des êtres chers, ça leur donne encore plus une dimension héroïque. Et moi, la seule peur que j'avais, c'était de me dire ok, super, je vais avoir toute cette progression, mais est-ce que ça va pas être un peu court pour que les gens soient en empathie avec la mort de ce personnage, etc. Donc au départ, il y avait juste sa mort et puis on passait à autre chose. Et j'ai un peu dit à François, je dis écoute, voilà, c'est vraiment pas de l'orgueil d'acteur. Je lui dis j'ai l'impression qu'on pourrait y faire un sort un peu plus supplémentaire, un petit peu plus solennel ou un petit peu plus émotionnel dans la mise en scène sur la mort de Raymond. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, il me dit effectivement, je vais y réfléchir. Et puis il a réfléchi tellement qu'il m'a même dit bah tu sais quoi, je me suis même gardé la possibilité de me dire qu'il est peut-être pas mort. Et donc c'était génial pour moi, mais j'étais juste content au moins qu'on ait un moment quand Raymond meurt où il y a ce petit moment un petit peu de latence de voilà, il s'est passé quand même un truc et qu'il n'y avait pas au départ, et je suis content que François l'ait mis quand même. Et voilà, et c'est là que qu'on voit toute la vision de François et le talent de François. C'est que moi, mes craintes, lui, il n'en avait pas du tout là-dessus. Il m'a dit non, 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 mais moi je suis sûr que les gens ils vont aimer ton perso et que ta mort, elle sera prise comme un moment vraiment dramatique. Et il avait raison. Moi j'avais peur en fait de la phrase de Bernie qui dit ah, Raymond est mort, on se casse. Et je me suis dit ah ouais, vraiment, c'est genre on s'en fout complètement, mais en fait il y a plein de choses avant, donc voilà. Ah, je sais pas si c'est le moins con. Je pense que il est. Après, encore faut-il définir la connerie. Je crois qu'il est. Comment dire ça? Parce que il est con aussi. Hein. Il a quand même ses faiblesses. En fait, il est pas con d'un point de vue bon sens commun. Il est très influençable. Donc c'est une certaine forme de connerie. C'est-à-dire il a quelque chose un peu comme ça il s'exalte rapidement. En fait, pourquoi j'ai pas envie de dire qu'il est moins con? Parce que j'aime les autres personnages aussi. Et je pense que les autres néo-versaillais, comme Bernie ou comme le personnage de Vanessa,
Pas qu'ils sont cons, c'est juste que la misère et l'obscurantisme donné au Versailles fait que bah ils ont du mal en fait à avoir du discernement. Mais à un moment donné, justement, dans la fiction, c'est ça qui est beau, c'est là-dessus que François est fort aussi, c'est qu'il réhabilite un peu cette connerie-là, parce que d'un seul coup, quand il faut prendre les armes, avoir le sursaut qu'il faut, et au bon moment, ils l'ont, finalement. C'est juste que moi, je l'ai un peu avant eux. J'ai un peu d'avance, en fait. J'y ai cru plus tôt qu'eux, et j'ai cessé d'y croire avant eux. Parce que c'est ça aussi, le paradoxe de Raymond, c'est que il adore un mec, il est déçu une fois, il le déteste. Et après, il comprend que c'est pas ça la solution, mais il change quand même radicalement d'avis sur le visiteur. En même temps, il devient insupportable, donc forcément, il se dit, bon, bah, j'ai aimé la mauvaise personne, j'ai cru à la mauvaise personne. Mais je crois qu'il a la beauté de ses défauts, c'est que il est un peu trop extrême dans tout. Donc c'est ce qui le rend touchant. Mais je pense pas qu'il soit moins con. Je pense qu'il est plus passionné, en fait. C'est plus ça. Les autres s'en foutent un peu, en fait. C'est bon, bah voilà, c'est comme ça. Ah bah moi je l'ai dénoncé parce que bah comme ça on a des whiz. Enfin voilà, c'est aussi bête que ça. C'est juste j'ai faim. Je peux avoir des whiz en dénonçant quelqu'un. J'ai pas fait gaffe. Bernie, c'est ça. Et ça représente beaucoup aussi le peuple qui a faim. Le peuple qui a faim. On ne le juge pas parce qu'il a faim. Moi, je vais pas juger quelqu'un qui va faire telle ou telle chose parce qu'il a faim. Je peux déplorer qu'il soit obligé de faire telle ou telle chose parce qu'il a faim. Et je trouve que François a bien amené ça. C'est-à-dire qu'en gros, Bernie, il a ce côté un peu bête, un peu naïf, mais naïf comme un enfant. C'est juste de dire, bah j'ai faim. Octave me propose des whiz pour dénoncer ce mec je le connais pas, voilà. Et quand d'un seul coup il se rend compte qu'il a fait une connerie sur la faim, c'est le premier à être là, à essayer d'y aller avec tout son cœur, alors qu'il sait même pas se servir d'un fusil, et il y va. Et je trouve que ça représente exactement ce qu'a pu être aussi l'engagement, je pense, en résistance. Euh, Là, je vais peut-être un peu long, mais vraiment, c'est ça. Je pense que dans les années 40, c'est facile pour nous aujourd'hui de dire, bon, moi j'aurais été résistant, bien évidemment. Je pense qu'il y aurait peut-être eu cette phase-là de, oh, bah moi je sais pas, moi, on m'a dit de dénoncer les gars qui faisaient du marché noir. Et puis d'un seul coup, peut-être d'avoir une révélation ou un déclic ou quelque chose qui fait qu'on se dit, ah putain, merde. Mais non, non, je me suis complètement trompé. Mais je pense qu'il faut d'abord aller là-dedans, savoir ce que c'est que d'avoir faim, etc., pour comprendre en fait ces personnes-là. Et je pense que c'était un peu réducteur de se dire, bah eux, c'est les cons de Néo-Versailles, lui, il est un peu moins con. Je pense qu'on était tous victimes en fait de la misère et de l'obscurantisme intellectuel que nous infligeait euh, la monarchie, parce que la reine Clotilde elle-même, d'un seul coup, elle se retire le voile qu'elle a devant les yeux, et elle se dit, mais ah non, mais en fait, moi, je veux juste que les gens m'aiment. Donc voilà, donc je pense pas que Raymond soit le moins con, je crois que c'est le plus passionné, et donc celui qui a l'initiative. Euh, il est plus fédérateur en fait. C'est pas qu'il est moins con, c'est que en fait les autres sont un petit peu plus amorphes, subissent un peu plus le système. Ça veut pas dire qu'ils sont contents de ce système, c'est juste qu'ils le subissent, alors que Raymond se révolte. Et il se révolte d'autant plus qu'il a la possibilité de s'exprimer à travers ses dessins et d'expulser un peu sa rage et sa révolte en fait à travers les dessins. Les autres ont pas cette chance-là ou cet outil-là. Donc bah voilà, ils suivent. Mais ils ont au moins l'intelligence à un moment donné de suivre Raymond. Ou de se rendre compte que la mort de Raymond, il y a une leçon à tirer de ça. Voilà. Bah, clairement, moi, j'étais. L'explication de la. Moi, je trouve qu'elle est assez claire en gros. Enfin voilà, on comprend que ils sont manipulés par une entité supérieure qui est donc qui s'avère être une entité alien. Et moi, je trouvais ça intéressant en fait d'explorer toutes les théories du complot de Sabine, enfin de Fran, de passer par la phase où on se fout d'elle et à la fin de dire bah si en fait elle avait raison sur toute la ligne. Et je trouvais ça marrant en fait d'assumer le fait que qu'on délivre comme ça comme une fin avec ce petit twist quand même du sixième actionnaire qui est en fait l'homme de ménage, etc., un petit côté un peu à la Kaiser Soze, le mec qu'on considère le moins, qui s'avère être un des cerveaux de tout ça. Et voilà, après, pour les opérateurs, c'est particulier parce que ils n'avaient pas forcément réfléchi à une saison 2 dans l'absolu. Il a fallu garder une fin un peu ouverte aussi. Ensuite, pour des raisons que je pense que François et Slim vous expliqueront ou pas mieux que moi, il y aura donc pas de saison 2 maintenant, c'est sûr. Mais voilà, là, ils ont eu une volonté, un peu avec la volonté de la chaîne, de garder une fin un peu ouverte, un petit peu what the fuck, entre guillemets, pour permettre plus de possibilités de saison 2. Mais je sais par exemple que dans la première version, que moi j'aimais beaucoup, ça se terminait par un truc un petit peu négatif, ça se terminait par la défenestration de Charles.
Donc il y avait un truc un peu dramatique comme ça, de boum. Donc après, ils ont fait, ouais, c'est un peu négatif et tout, et puis restons ouverts pour se garder un peu la possibilité de réutiliser des personnages. Donc je dirais pas que leur fin elle est écrite en fonction de la commande, pas du tout, mais je pense que ça les amusait de dire bah ouais en fait on va donner raison à Fran sur toute la ligne quasiment, quoi. Sauf sur le sixième actionnaire. Je pense qu'il y a un peu de Charles dans mon personnage de 42e étage de la saison 2. Dans la saison 1, ça reste un commercial un peu comme ça, hableur, comme je disais, un peu arnaqueur, qui respecte pas les gens, avec ce petit côté un peu twist d'autorité. Je pense qu'effectivement, mon rôle dans 42e étage est très proche de Charles, sauf que Charles n'a aucune psychologie en fait. Le personnage dans 42e étage, il a un but. C'est que il veut faire en sorte que ces ingénieurs rentrent dans les cases que lui il a vendus en fait pour toucher sa com. Donc il a un objectif clair, simple, carnassier, commercial, etc. Dans les opérateurs, il n'y a aucune logique. On ne sait pas s'il veut que ses employés soient plus performants, on ne sait pas s'il veut asseoir son autorité, on ne comprend pas en fait. C'est-à-dire que il fait une chose et son contraire, il est autoritaire et en même temps paternaliste. Il, c'est ce qui fait que ce personnage était marrant et au départ un peu difficile à jouer parce qu'il me dit t'as pas de psychologie, n'essaye pas de justifier quoi que ce soit. C'est voilà, tu fais un truc et puis un autre dans la même foulée, tu marches à l'envers, ne cherche pas d'explication, fais-le, c'est tout, et t'inquiète pas, ça sera cohérent. Alors que voilà, le personnage en 42e étage, il a quand même une ambition qu'on comprend, c'est juste qu'après, la manière qu'il a de le faire, c'est proche de Charles, parce que oui, parce que c'est moi, et parce que Slim aime bien jouer sur les contrastes avec moi là-dessus, les ruptures. Donc oui, je pense clairement que s'il n'y avait pas eu 42e étage, ils n'auraient pas forcément tout de suite pensé à moi pour Charles dans les opérateurs, ça c'est sûr. Alors, j'adore venir en convention, parce que bon, ça fait du bien à nos petits égos, forcément, hein, si on est honnête. Mais au-delà de ça, c'est cool parce que souvent, bah, sur Internet, c'est les gens qui aiment pas qui s'expriment, qui n'aiment pas qui s'expriment, c'est un peu les haters, comme on dit. Donc parfois, on se dit, mince, j'ai l'impression de faire ça pour personne, pour des chiffres, en fait, comme ça, impersonnels, de vues. Et donc les conventions, ça permet d'avoir un contact direct avec les gens pour lesquels on fait ça aussi. C'est-à-dire, on le fait d'abord pour nous. C'est-à-dire que je pense que François, quand il écrit Visiteur du futur, il se dit pas, alors qu'est-ce que voudraient voir les internautes. Il se dit, j'ai envie d'écrire ça, j'ai envie de le raconter, j'ai envie de le faire avec les gens que j'aime. Ça marche, il est encore plus heureux, il est d'autant plus heureux de le partager avec les gens qui aiment. Bah pour nous, c'est ça, c'est très agréable d'être en convention, de voir toutes ces gentillesses, toutes ces personnes qui sont là juste pour nous, qui font la queue, juste pour qu'on leur fasse un sourire, une photo, un autographe. Enfin voilà, il y a pire quand même. Non, non, c'est hyper agréable, c'est génial. Et puis surtout, ce qui est super agréable, notamment pour les conventions visiteurs, c'est que là, on a en face de nous des gens qui aiment la série, qui connaissent tout de la série, qui ont des questions parfois précises sur le personnage, sur la. Enfin voilà, on a des gens vraiment qui aiment le truc plus que tout. Pour Golden Moustache, c'est très différent, parce que les gens qui aiment Golden Moustache l'aiment peut-être parce qu'ils aiment Adrien Méniel, parce qu'ils aiment Suricate, parce qu'ils aiment Flaubert. On peut aimer Golden Moustache pour mille raisons différentes. Alors que je pense que French Nerd, on les aime vraiment pour une identité très particulière qui les différencie un peu du reste. C'est ce qu'on a vu cette année avec French Ball. French Ball, c'est typiquement French Nerd. Voilà, moi j'ai adoré cette leur saison parce que à chaque fois je dis voilà, c'est tellement eux. C'est vraiment ça. Ils ont remis les grands débats. Ils ont le spin-off de J'ai jamais su dire non. Ils ont vraiment ce truc, cette identité forte. Et du coup, bah, à identité forte, public avec une identité forte aussi et une vraie fidélité autour de ce que c'est que French Nerd. Et donc ça c'est très agréable parce qu'on sent vraiment on sent qu'on fait partie d'une sorte de famille, d'un tout. Enfin, tout simplement le fait que je sois là, interviewé par vous, que j'ai régulièrement des petits messages d'attention dans la Gazette pour relayer nos informations. C'est juste, c'est trop, enfin, ça fait vraiment plaisir, ça touche beaucoup. On en parle souvent avec Eleonore Coste, parce qu'on se voit à dire, ils sont adorables, quoi. C'est fou, quoi, de prendre de leur temps sur leur boulot, sur leurs études, etc., pour en plus faire un truc sérieux, structuré, etc. C'est génial, c'est un cadeau de dingue, quoi. Donc quand tu me disais quel cadeau je voudrais recevoir en convention, bah, d'en faire plein des conventions. Des cadeaux, après, voilà, les gens m'offrent ce qu'ils veulent s'ils ont envie de m'offrir un truc. Mais
Moi, juste, ouais, de me faire reconnaître dans la rue, d'avoir des gens un peu comme ça qui m'ont là, me dire vraiment, Raymond, j'ai bien aimé, un peu timidement et tout, ça fait trop plaisir. Après, le cadeau, c'est génial, mais vraiment, le simple fait qu'il y ait toujours du monde pour venir soutenir French Ball, French Nerd et tout, et que les gens viennent encore me voir, même si ça fait pas des années, mais pour me féliciter pour les opérateurs ou pour le visiteur du futur, comme là, à la Geeks Live, où on m'a demandé, alors qu'on n'était pas là pour ça, on m'a demandé juste de, bah ouais, de faire une petite dédicace sur le coffret intégral du visiteur. Mais moi j'adore, c'est que je me dis, ah putain, c'est cool. Je sais plus qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu verras en fait, une fois que tu fais partie de French Nerd, tu fais partie de French Nerd à vie quasiment. Voilà, t'as fait le visiteur du futur, t'as fait les opérateurs, tu fais partie de la famille. C'était Marie, voilà, qui m'avait dit ça. Elle dit, mais nous, voilà, nous, dès que quelqu'un rentre et si on l'aime, bah voilà, on le suit. Donc ça c'est génial. Donc j'adore les conventions et j'adore toutes les manifestations évidemment d'affection que vous nous donnez, quoi. C'est génial. Faire un petit regard quand même un peu gênant, quoi. C'est génial. Bah, avec l'exercice qu'on est en train de faire là, je suis pas habitué, j'ai pas fait beaucoup d'interviews pour l'instant dans ma carrière. C'est toujours un peu compliqué de parler de soi. J'ai le syndrome du message répondeur trop long. Bah, j'ai le même en interview en fait. Je laisse toujours des messages répondeurs trop longs, je sais pas faire court dans ma pensée, et à chaque fois quand je m'entends, je me dis mais je me saoule, donc je dois saouler les gens, etc. Donc j'ai une petite appréhension par rapport à ça. Après sur les conventions, bah, plus j'en fais, plus je suis à l'aise. Je me rappelle la première que j'ai faite, les premiers autographes que j'ai signés via French Nerd, enfin pour des fictions French Nerd, c'était donc à Angoulême, dans le cadre du festival de la BD. En plus c'était particulier parce que on dédicaçait la BD, qui n'est pas dessiné par moi, qui n'est pas dessiné non plus par celui qui a fait les dessins de Raymond. Donc c'était particulier d'expliquer aux gens que je ne savais pas dessiner et qu'en plus le dessin que moi je faisais, c'était pas le dessinateur de la BD, donc c'était drôle parce que j'étais là à me perdre dans des explications. Et puis bah, les gens me connaissaient pas forcément parce que certains n'avaient pas encore vu la saison 4, donc c'était très particulier la première convention parce que les gens qui disaient bah ouais, si vous voulez signer, donc j'étais là, ok, et je savais pas quoi mettre, donc parfois je mettais bisous, parfois je mettais des blagues et je voyais François qui disait ok, donc c'est très marrant quoi. Je pense que j'apprends encore à être à l'aise, même si ça s'apprend pas, mais je suis de plus en plus parce que je sens que les gens maintenant ça y me reconnaissent. Confondent encore un peu avec Vincent Tirel de temps en temps, mais moi de temps en temps ça m'ennuie parce que je me dis j'adore Vincent Tirel, mais parfois on me cite rien de ce que j'ai fait, on me cite que des trucs de Vincent, donc parfois c'est particulier. Mais je sais que c'est toujours une manifestation d'amour en fait. Les gens ils me voient, ils ont envie de me dire qu'ils m'aiment bien, même s'ils se trompent un peu de personnes, c'est une manière aussi de dire qu'ils nous aiment quoi. Oui, j'ai adoré toutes mes expériences au théâtre, j'espère en avoir plein d'autres. Là en ce moment c'est un peu plus en retrait au niveau théâtre. J'ai failli jouer avec Aude Gonigoubert là cet été, puis pour des raisons d'emploi du temps ça s'est pas fait, mais je sais que le théâtre va revenir dans ma vie et je me le souhaite. Et je le souhaite. Voilà, mais oui, moi j'adore le théâtre. En fait, c'est vraiment mon premier métier. C'est sur scène que j'ai eu la vocation dans le cadre d'un atelier théâtre. Et c'est là que j'ai senti que je serais à la bonne place et que j'orienterais tous mes efforts et toutes mes actions pour pouvoir faire le plus possible ça. Donc là, voilà, c'est plus l'audiovisuel, l'image et le web qui m'appellent en ce moment, mais le théâtre fait partie de ma vie. Et c'est ce qui m'a, oui, ce qui m'a fait vibrer, et m'a donné ma vocation. Donc toutes mes expériences de théâtre, je les ai aimées, bonnes ou mauvaises, c'est ce que je disais. On retire toujours quelque chose, d'avoir de l'expérience en fait, même des mauvaises expériences permet d'apprécier les bonnes. D'avoir de bonnes expériences permet d'apprécier aussi parce qu'on sait qu'on peut en avoir des mauvaises ensuite ou qu'on en a eu avant. Faut... Ouais, vraiment, quand on est dedans, quand on le vit, comme certaines expériences où j'ai bossé pendant 2 mois, pas payé, avec les gens qui s'engueulent, avec des médiocrités, des gens pas pros, etc. Où on est là à dire ah, c'est trop dur d'être sur scène, de se fragiliser autant pour si peu de récompenses, même en termes de public, etc. Et puis quand ça se passe formidablement bien, on se dit oh bah tout est oublié. C'est comme quand à chaque fois avant de monter sur scène, on se dit mais pourquoi je fais ça? Je suis malade ou quoi? J'ai envie de vomir, je suis pas bien. Et on monte sur scène, on fait le truc, on voit les gens contents, on défend quelque chose de plus grand que nous. Et on ressort de là, on fait j'ai envie que ça recommence. Donc oui, j'ai aimé toutes mes expériences de théâtre et j'espère aimer toutes les prochaines. C'est une question très intéressante et très bonne.
Je pense que, au contraire, la fonction d'un comédien, c'est d'être politique, mais pas politique en termes de banderole ou de parti politique. Politique au sens d'avoir un impact dans la vie politique, c'est-à-dire dans la République, dans la société. Parce que politique, ça veut pas dire seulement être d'un parti politique, c'est avoir un impact sur sa société, sur un groupe de gens. Donc, sans y mettre de prétention ou de revendication, j'ai mes idées personnelles, politiques, qui me conduisent aux urnes à voter de telle ou telle manière, qui je pense peuvent rester personnelles, et ensuite j'essaye de diluer ou oui, de dire un peu, bah, par exemple, même si c'est pas moi qui dis je veux être dans la COP 21, mais quand David me l'a proposé, McFly, j'ai dit oui, évidemment avec bon cœur parce que le sujet m'intéressait et que je voulais participer à quelque chose qui défendait ces valeurs-là. Donc l'écologie, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus que ça, même, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre. Maintenant, j'ai pas forcément toujours la bonne sémantique pour le faire, parce que d'autres le font mieux que moi. Donc, bah, dès que j'ai l'occasion de pouvoir participer à des entreprises et des événements ou des choses qui permettent d'exprimer avec de meilleurs mots ce que je voudrais faire, bah, j'essaie de montrer que je suis là, ou de le faire, ou de donner, ou voilà. Ensuite, pour ce qui est de la politique, j'essaie de le faire entendre à travers ce que je défends dans les créations, même si c'est à petite échelle, même si ça reste à l'échelle d'un sketch, etc. Voilà, j'ai mon premier sketch en tant qu'auteur YouTube qui sort le 15 décembre, dans lequel j'espère que les gens pourront y voir un petit peu ce que je pense aussi de la société, ce que j'ai envie de faire entendre aux gens, et qui sont, j'ai l'impression, des valeurs qui ne concernent pas un parti politique ou une manière de penser la politique en termes clivants, mais juste de un peu mieux s'entendre en société, d'être un peu plus tolérant sur certaines choses. Et voilà, moi je pense que la politique, elle appartient pas qu'aux politiciens et aux urnes et aux banderoles. Je déplore qu'il y ait de moins en moins de mobilisation devant les urnes, parce que ça reste encore le message, même si on trouve que c'est dérisoire, ça reste encore un véritable message pour les politiques, pour les gens qui nous gouvernent. Le refus d'un candidat par les urnes, c'est un message fort, même si on a l'impression qu'on vote plus par dépit que par engouement. Mais on vote. Et aussi de toujours penser dans sa globalité, c'est comme l'écologie. C'est pour ça que c'est très intéressant le discours de Nicolas Hulot quand on le voit en vrai, parce qu'il n'est pas dans un rapport de culpabilité, il essaie pas de nous culpabiliser parce qu'on utilise des portables avec des matériaux en plastique ou qu'on pourrait rouler en scooter, etc. Il essaye de penser justement l'écologie à une échelle globale, à l'échelle des pays, à l'échelle des puissants, des dirigeants, parce qu'il sait que c'est par eux que passeront les grands changements. Nous, on pourra se faire le réceptacle de ces changements-là, évidemment, en évitant de rouler en 4x4, etc., en rajoutant pas. Mais il a conscience quand même que si on change vraiment la société en termes d'écologie, c'est quand on arrêtera de nous vendre ces 4x4-là. C'est quand on permettra par exemple à l'Inde, c'était l'exemple qu'il donnait, qui a en grande quantité le charbon, qui est prête, elle, à faire cet effort écologique et énergétique, mais qui n'a pas les ressources qu'il faudrait avoir pour être dans les énergies renouvelables. Donc, ils sont dans un dilemme, c'est que bah, le gouvernement indien a promis dans 3 ans que tous les foyers auraient l'énergie 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas, il n'y a qu'un foyer sur 3 qui a l'énergie. Et ils disaient en gros, bah nous on veut bien faire de l'énergie renouvelable, mais si vous ne nous donnez pas les moyens, on va utiliser le charbon. Et si là ils utilisent le charbon, c'est 1,5 milliard de personnes qui utilisent du charbon, et on prend 2 degrés de réchauffement climatique. Et en politique, pour faire le petit parallèle, je pense que par exemple combattre le racisme, etc., ça passe pas que par voter pour le candidat qui ne le serait pas, etc. Ça passe par être vigilant au quotidien de gens qui dérapent, dans les expressions de tous les jours, même de gens autour de nous, de reprendre quelqu'un qui aurait une pensée un petit peu étriquée sur les musulmans, sur certaines visions des choses. Je pense que la politique, c'est ça aussi. C'est d'être vigilant entre nous sur attention, ouais, là on est entre nous, on rigole et tout, mais lui là je suis pas sûr qu'il rigole, donc soyons vigilants, ne soyons pas donneurs de leçons, mais on peut de temps en temps avoir des petites actions au quotidien pour montrer que la société elle n'est pas exactement ce qu'on veut nous inculquer ou nous obliger à croire à travers certains médias ou à travers certains politiques. C'est tout con, mais j'ai donné un exemple un peu nul. Dans l'inconscient collectif, les Parisiens sont antipathiques, sont stressés, individualistes et assez dégoûtants, ils jettent tout, etc. Moi, je me dis, ok, bon, je trouve que c'est une manière de penser qui est pauvre. Pourquoi? Parce que si on se dit, si on remplace le mot parisien par arabe, si on remplace le mot provincial par noir, d'un second on se rend compte qu'on ne peut plus dire la même phrase.
Alors effectivement, il n'y a pas des lynchages de Parisiens, il n'y a pas des contrôles d'identité juste parce qu'on est Parisien, etc. Mais moi, les clichés en fait se véhiculent tellement facilement à travers le oh ben un Parisien, tu lui demandes ton chemin dans la rue, il t'envoie chier. Moi, chaque fois qu'on m'a demandé son chemin, je suis parisien, j'ai toujours répondu poliment et avec le sourire. Et je le fais d'autant plus maintenant, pas parce que je me dis oh merde, faut être souriant alors que j'ai envie de lui jeter un caillou. Je le fais d'autant plus que je sais qu'il faut combattre ces clichés-là. Et je pense que c'est ça en gros. Donc si ça peut passer à travers l'humour, à travers certains sketchs, notamment les sketchs de Flaubert que je trouve géniaux pour ça. C'est-à-dire que on est un peu dans la dictature du lol, de l'humour sur Internet. En tout cas dans le sketch. Un sketch doit forcément être drôle, voilà. Et Flaubert, je trouve ça génial parce qu'il arrive à contourner un peu l'obstacle, mais c'est parce qu'il est sincère dans ça. À dire oui, on peut se marrer, mais moi j'ai envie d'amener le fait que voilà, dire à sa nana qu'on l'aime, c'est pas s'affaiblir, c'est pas se rendre féminin. Et c'est comme ça, je trouve qu'on fait aussi un peu de la politique. Ou à travers la nuit originale, quand on est là pendant 17 heures de live, à être un peu sans filtre et à d'un seul coup, par moment, parler sérieusement de certains sujets. C'est les moments où on peut un petit peu s'engager et dire bah voilà, moi c'est ça que je pense de la société. Donc si les gens me suivent et qui m'aiment bien, bah voilà, moi c'est ça que je pense. Donc essayer, à défaut de penser comme moi, d'être curieux et d'essayer de réfléchir. Voilà. Quel genre c'est très vaste. Après, je suis un peu psycho-rigide ou un peu monomaniaque sur toute la musique des années 60-70, même early 80, américaine, donc soul, funk, blues, vraiment même je recherche maintenant les raretés et les trucs où les mecs ont sorti un morceau. J'adore ça parce que il y a dans cette musicalité-là beaucoup de choses qui font écho au cinéma que j'aime aussi de ces périodes-là. Et donc parfois je vais aimer un morceau, j'ai des potes qui vont me dire mais c'est horrible, je dis ouais mais écoute juste ce morceau de violon, et ce morceau de violon là parfois il me suffit à m'évader, ou il me suffit à l'imaginer en boucle pour un morceau de hip-hop, parce que je suis, donc voilà, donc moi mes genres c'est hip-hop, soul funk, tu vois ce que je veux dire, et après ça va être aussi tout ce qui est musique qui me donne envie de faire des films. Donc ça va être des instrumentaux électro, ça peut être plein de choses comme ça. Et après, ça va être les chanteurs français comme Reggiani, Brel, Brassens, Brel et Belge, Brassens, Ferrat, voilà. C'est des chanteurs récurrents pour moi dans mes modèles d'écriture, d'interprétation, d'émotion. Donc ça fait un peu vieillot parce que j'écoute pas énormément de... Si, j'aime beaucoup Stromae, mais j'écoute pas énormément de nouveautés françaises, mais parce que je me dis que j'ai déjà tellement exploré dans ce qui a été fait ces 30 ou 40 dernières années. Donc après, bah, je prends le choix, c'est-à-dire que c'est tellement vaste, c'est comme cette bibliothèque-là, avoir l'ambition de lire tous les livres, c'est impossible. Après, on peut avoir envie d'en lire un maximum dans sa vie, ou se dire, bah, je vais essayer de me mettre dans un domaine et essayer de bien le comprendre, et m'enrichir de l'expertise des autres dans d'autres domaines. Voilà. Bah, moi, j'essaye un peu de me concentrer sur ça et de me rendre compte finalement que ce qui est pris pour de la nouveauté ou de la création, parfois en musique, bah, moi, je l'ai déjà vu explorer et vu décliner depuis 30 ou 40 ans. Et j'aime bien en fait garder ce rapport sans être dans un rapport passéiste, c'est-à-dire que je suis pas là à dire ah c'était mieux avant, faut faire comme avant. Juste j'aime bien l'idée, et c'est d'ailleurs ce que je déplore parfois sur Internet. C'est pour ça que Flaubert, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que il a une vraie culture globale du cinéma. C'est quelqu'un de cultivé en cinéma, c'est quelqu'un de curieux, et qui du coup sait qu'il n'est pas un génie ou un créateur qui a d'un seul coup trouvé l'objet précieux qui va révolutionner Internet. Il sait qu'il est l'héritage de tout ça, il sait où sont ses inspirations, et il essaye d'être un fidèle défenseur de ces valeurs-là dans le cinéma, ou dans les émotions, ou dans les rapports humains. Et moi, c'est ça que dans les rapports humains, c'est mieux parce que rapports humains, ça marche pas parce qu'il y a un H. Mais du coup, c'est ça que j'aime dans l'exploration en fait du passé. Et je suis passionné d'histoire, c'est de vraiment comprendre, ça fait cliché, mais vraiment de comprendre dans le passé notre présent et de quoi sera fait notre futur, justement. C'est très bien montré, c'est d'actualité, dans Retour vers le futur. C'est que d'un seul coup, il comprend d'une manière beaucoup plus globale la vie de ses parents, ce qu'ont été ses parents. Du coup, en tant qu'adolescent, ça le renvoie, il prend une maturité de dingue, en fait. C'est-à-dire que sinon, on avait eu cette possibilité-là, géniale, de pouvoir être à nos âges, au même âge que nos parents, de voir leur vie dans leur époque, de voir ce que c'était que d'avoir 16 ans dans les années 70, par rapport à avoir 16 ans dans les années 90 pour moi, ou dans les années 2000 pour d'autres.
c'est une occasion formidable en fait de connaître un peu les générations passées pour mieux comprendre en fait les choix du présent. Des films favoris, j'en ai plein. Pour en citer comme ça, qui me viennent, donc Punch Drunk Love que j'ai cité tout à l'heure, Vincent François Paul et les autres de Claude Sautet, qui est un film que je regarde très régulièrement parce que voilà, je trouve formidable. Quoi d'autre? Voyage au bout de l'enfer, parce que je trouve que c'est incroyable de justesse, de pudeur et à la fois de profondeur de ce que ça peut être justement de revenir d'un événement aussi traumatisant que la guerre du Vietnam. Quoi d'autre? Après, Las Vegas Parano, Terry Gilliam, Brasil, qui sont des films où à chaque fois je dis putain, c'est fou. Puis après, chez Kubrick, évidemment, ça fait cliché, mais Shining, c'est incroyable. Euh, Les Sentiers de la Gloire aussi, je crois que c'est Les Sentiers de la Gloire, qui est un film de Kubrick un peu moins connu, qui parle de la Première Guerre mondiale en fait, qui parle d'un événement qui a existé pendant la Première Guerre mondiale, de mutinerie en fait, de soldats et même de généraux qu'on dit stop là en fait, on envoie des millions de gens à la boucherie alors qu'on pourrait faire l'appel à maintenant, et donc ça traite de ça, c'est Kirk Douglas qui joue le personnage. Voilà, après il y a 1000 films. Pat Garrett et Billy the Kid, enfin les films de Peckinpah, Chien de paille, enfin ouais, il y a 10 millions de films tellement géniaux que c'est difficile d'en garder un seul, mais voilà, ouais, il y en a plein. Taxi Driver évidemment, qui est juste fou. Raging Bull que j'adore parce que il y a tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire ah oui, et Barry Lyndon de Kubrick aussi. Mais voilà, en fait, je peux pas dire mes favoris. Donc, pour les films, 10 000. C'était quoi l'autre? C'était. Il y a série aussi. Série. Alors, série, Oz. OZ, s'écrit. Une série de 96 qui dure sur 6 saisons, qui est sur l'univers carcéral. Qui, moi, m'a mis une claque vraiment parce que c'est pensé comme une pièce de Shakespeare en fait. C'est-à-dire que t'as un narrateur, ce qu'on appelle les fous de Shakespeare, ce sont en fait les personnes réellement éclairées de notre siècle. Et, euh, et il y a vraiment cette articulation-là dans Oz. C'est très dur. En gros, Oz, c'est une expérimentation. Ils essaient de créer un bloc en fait dans une prison où ils mettent des gros gros voyous, des mecs qui sont là pour perpète, pour plein de choses. Et ils disent voilà, en fait, on veut pas faire de vous des animaux, on va faire en sorte que vous viviez en société. Et donc Oz, c'est le nom en gros de ce projet, c'est que la journée ils ouvrent les cellules et ils essayent de faire en sorte que les gens vivent en société. Et évidemment ça ne marche pas. Et donc on est là, on suit chaque faction, les musulmans, les italo-américains en mode mafia italienne, etc. Et c'est formidable parce que sur le papier ça peut pas être cliché, genre en mode guerre de gang, ça se latte au couteau, etc. Il y a ça. Et puis ils vont de plus en plus loin dans en fait, à travers un extrême, ils font toute une critique de la société américaine et donc de notre société aussi occidentale sur ce que c'est justement que réhabiliter un homme, sur ce que c'est justement de le transformer en bête fauve alors que il manquait ça pour que finalement il soit encore un être humain, etc. Donc voilà, Oz, The Wire, qui est une série juste incroyable, où l'héroïne en fait de cette série c'est la ville de Baltimore et ils prennent cette ville et ils réfléchissent le trafic de drogue à tous les endroits en fait du trafic de drogue. Ça va être dans comment ça se trafique dans les blocs sur la saison 1, comment la drogue est acheminée dans les docks sur la saison 2, l'impact sur les médias en saison 3, l'impact sur l'éducation des enfants en saison 4. Et voilà, et chaque saison en fait s'attaque à ce que représente la drogue à toutes les échelles et les strates de la société. Et elle est dingue cette série. Breaking Bad évidemment, The Shield, que j'ai beaucoup aimé. Et récemment, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi qui était très fort? Hannibal, qui est vachement bien. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qui m'a vraiment marqué, mais il y en a d'autres que je suis en train de regarder. J'ai regardé Narcos, que je trouve très bien, qui n'est pas aussi marquant que celle que je viens de citer, mais qui est quand même intéressante à regarder. Et voilà, ouais, c'est à peu près tout pour l'instant. Je sais qu'il faut que je vois trop d'effectifs, il faut que je vois plein de choses. Mais voilà. Et pour les livres, euh, justement, tu parlais de l'engagement politique. Un auteur qui est
pas du tout normalement de mon bord politique, parce que c'est plutôt quelqu'un d'un peu réactionnaire, un peu ancien monarchiste, de Maurras. C'est un mec qui s'appelle Georges Bernanos. Je dis un mec, c'est juste un auteur de très 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 fort, qui a écrit un ouvrage que je trouve extraordinairement visionnaire, justement, qui s'appelle La France contre les robots, où il réfléchit justement à ce que c'est que le progrès, à ce que ça veut dire réellement le progrès. Et où il dit, voilà, les hommes s'activent à essayer d'aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, mais il dit, mais ils ne savent pas forcément où. Et cette notion justement de l'accumulation de volonté de progrès pour le progrès en lui-même, et il pose une réflexion avant qu'on soit dans la surindustrialisation. Là, c'est la réflexion d'un homme dans les années 50, donc qui a vu la révolution industrielle un peu du début du siècle, du début du XXe siècle et de la fin du XIXe, et qui réfléchit justement, bon, qui a été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, par toutes ces choses-là où on parlait de progrès quand on était capable de tuer des milliers de personnes, etc. Et voilà, je conseille à tout le monde. Alors, faut avoir un petit peu lu. Quand je dis un petit peu lu, c'est pas ça, c'est. Je le conseillerais pas à des gens qui ont 12-13 ans, parce que je pense qu'il faut un petit peu d'outils littéraires pour le comprendre. Mais à partir de 17-18 ans, c'est clairement niveau bac. C'est un livre à lire et à relire plusieurs fois, parce qu'il y a des moments où c'est extrêmement puissant dans la pensée pour s'arrêter à une seule lecture. Et voilà, c'est un livre qui m'a énormément marqué, La France contre les robots de Georges Bernanos. Ensuite, il y a 1984 de George Orwell, qui m'a juste... c'est le genre de livre où quand j'ai fini de le lire, je suis resté silencieux pendant 1 heure chez moi, à me dire comment ce mec a aussi bien compris la société en 1948. Et voilà, ce bouquin qui est précurseur des films que j'ai cités, Brasil, ou Dark City, qui est un peu moins bien mais qui est intéressant quand même. 1984, George Orwell, c'est une de mes grosses claques. Et ensuite, troisième bouquin. Paradoxalement, j'aime les lettres, mais je suis pas un grand lecteur en fait. Je suis un lecteur impulsif. J'ai des pulsions de lecture. D'un seul coup, je vais lire 3-4 bouquins dans le mois, et puis après, je vais plus lire pendant 1 an. C'est triste, mais c'est comme ça. Je lis comme ça. Et après, ça a été Ruy Blas de Victor Hugo. Je suis un grand fan de Victor Hugo en théâtre. Et Ruy Blas, vraiment, je l'ai lu, je faisais pas encore théâtre, ça faisait partie des pièces qu'il fallait lire au programme. Et je l'ai dévoré en un après-midi, j'étais en vacances. C'est une pièce extraordinairement bien écrite, extraordinairement belle dans sa puissance émotionnelle, et extrêmement profane et révolutionnaire pour l'époque et encore aujourd'hui. C'est dans cette pièce-là, en gros, qu'il y a le Bon Appétit, messieurs, qui est devenu mythique, qui est donc cette scène formidable où Ruy Blas est donc Premier ministre, et d'un seul coup, il est Premier ministre de façade, parce qu'il a été mis là par Don César, qui est un manipulateur un peu comme ça, comme un Richelieu, enfin une éminence un peu grise comme ça. Et d'un seul coup, il va se servir du faux pouvoir qu'il a pour l'exercer vraiment, et il va dire ses 4 vérités en fait à tous les ministres du royaume d'Espagne. Donc cette tirade déjà est mythique, c'est une formidable histoire d'amour, et c'est un roman policier, quoi. C'est épique, vraiment, ça se lit très bien, et voilà, chaque personnage est très, très charismatique, et ça m'a vraiment marqué. Je sais pas trop. Parce qu'en fait, selon l'animal que tu choisis, tu te dis, ouais, il se la raconte, il veut prendre un animal soit puissant, soit mignon, soit les deux. Je sais pas, je dirais... Oh, merde. Je dirais un buffle. Oui, on me confond souvent avec Vincent, effectivement. Donc, en fait, quand c'est les fans, ça m'ennuie parfois, mais ça va. Après, c'est plus embêtant dans le monde professionnel, parce que je me dis, du coup, Vincent Tirel, qui est quand même plus connu que moi dans le web, les gens, s'ils ont le nom de Vincent Tirel en tête, même si c'est moi qu'ils ont vu, pour exemple, il y a un professionnel dont je ne citerai pas le nom, en fait, qui avait vu Batman versus Superman, Visiteur du futur, et La police de l'humour. Et les 3 fois, il a regardé son assistant, il a fait, alors lui, là... Moi j'adore ce qu'il fait, Vincent Tirel. Et donc 3 fois en fait. 3 fois c'était moi, c'était pas Vincent, et 3 fois il a dit Vincent Tirel. Donc c'est pour ça, j'espère que ça ne portera pas trop préjudice en termes professionnels. Mais maintenant voilà, moi j'adore Vincent, je trouve qu'il est très fort. Je pense qu'il y a évidemment de la place pour tout le monde, et je pense qu'à force de faire des choses, des gens vont comprendre. Et il y a un sketch qui sort vendredi, un sketch lab, on est tous les deux dedans.
Donc je pense que là, si les gens nous confondent encore, c'est que vraiment, ils n'arrivent pas à regarder normalement. Alors attends, est-ce que je sais imiter des animaux? Je sais imiter un bichon qui commence à grogner parce qu'on veut s'approcher pour lui dire qu'il est mignon. Voilà, donc ça c'est le bichon. Ensuite, plus grosse connerie que j'ai faite, oh ça va être un truc un peu d'écolier, un peu. C'était une connerie marrante et un peu méchante. En gros, c'était en cours de techno, en troisième ou en quatrième, je sais plus, bref. On avait un prof voilà, qu'on aimait bien un peu titiller, qui avait la particularité, c'est qu'il s'énervait très vite en fait. Il montait très vite en pression, et il aimait bien prendre les tables et à faire silence maintenant, et à soulever la table et à la remettre par terre. Et du coup, nous on le pousse à bout exprès pour qu'il vienne prendre notre table. Et c'était l'époque des pins. En gros, on avait pris des pins qu'on avait retournés côté aiguille. Et en gros, il est arrivé comme ça, il a pris la table et il s'est enfoncé un pins dans la paume. Donc c'était pas très gentil. Juste, ça nous avait fait rire sur le moment. Voilà. Sinon, mais après, oui, il y a des gens qui vont vont être choqués et tout. Juste, on a mis une vessie de porc sur un tableau qui dégoulinait. Voilà. C'était pas terrible. Et voilà. Mais non, mais j'étais pas le sale gosse qui fait des trucs horribles et tout en cours. J'étais un peu insolent. Je répondais. J'essayais de démontrer par A plus B que le professeur était un imbécile. Donc forcément, j'avais un peu les foudres de l'administration. Mais j'étais pas le sale gosse en mode vraiment remise en question permanente de l'autorité. J'ai fait des conneries, mais plus des conneries en dehors du lycée en fait. J'allais dans les catacombes faire des trucs. Eh bien, oui, je peux le dire avec un peu d'émotion. Je suis effectivement le président, membre honoraire, hein, un peu fondateur de l'association Un enfant, un manteau. D'ailleurs, l'hiver arrive, donc je recommande vivement à toutes les personnes qui ont un enfant de donner donc un enfant. Et on leur donnera un manteau ou inversement, ça dépend. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, mobilisez-vous vraiment. Donnez vos enfants, c'est important. C'était pas vraiment absurde, mais c'était vraiment. J'étais pas bien dedans. J'étais un ballon de foot géant autour du Stade de France pour une marque de bière. Donc j'avais les jambes comme ça dans une espèce de combinaison. Et après, il y avait un mécanisme qui gonflait le ballon autour de moi. Je voyais quasiment rien, il y avait quelqu'un à côté de moi pour me guider. Et c'était une finale de la Ligue des Champions entre deux clubs espagnols. Et donc j'avais juste la vision très embuée d'Espagnols bien attaqués à l'alcool qui venaient se faire prendre en photo avec moi. Et donc avec ce ballon de foot géant, ouais, je pense que ouais, un des trucs les plus ridicules quand tu retires tout, que t'es transpirant, que tu rentres chez toi, tu dis ok, passons à autre chose. Et sinon j'en ai eu plein, j'étais footballeur américain pour le salon de l'optique avec un truc moule bite horrible avec un casque comme ça toute la journée, voilà. Mais j'ai fait plein de trucs comme ça. Donc j'en ai plein, j'ai fait des Pères Noël, j'ai fait plein de choses. Mais le plus ridicule, je crois que c'était quand même ça, c'était le gros ballon. Et après j'ai été aussi homme écran. En fait, il m'avait mis un écran plat sur les épaules comme ça, et je devais me balader pour présenter les écrans plats, etc. Mais en truc vraiment hardcore, j'ai pas eu trop à me plaindre là-dessus, mais voilà, je dirais le gros ballon. Projet à venir, donc, qui va arriver là bientôt, donc en novembre, il y a la série d'Yacine Bellous qui va sortir sur Dailymotion, produite par Golden Moustache entre autres, avec Baptiste Le Caplin. Donc je fais un rôle un peu différent aussi de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ça reste une comédie. Il y a donc ce pilote teaser de cette série, qui n'est pas encore une série pour l'instant, qu'on va défendre en festival, donc il va, j'espère, avoir une existence en festival là, cette année, qui s'appelle Oracle. J'enverrai un lien, je pense, pour que vous puissiez le visionner, c'est sur 14 minutes. Donc voilà, il y a ça. D'autres courts-métrages aussi en tournage. Il y a un 48 heures film projet dans lequel j'ai tourné, qui va être monté en version longue, où pareil, là je fais un personnage un peu différent, atteint d'une maladie grave. Donc un truc vraiment pas drôle en tout cas, même s'il y a des moments drôles. Et puis de l'écriture, donc comme je disais, le 15 décembre, j'ai mon premier sketch YouTube en tant qu'auteur et acteur dedans qui sort.
Et j'espère qu'il vous plaira, parce que j'y ai mis beaucoup de ma sensibilité dedans. Je dis pas que j'en mets pas dans le lab, mais le lab c'est plus un endroit un peu de défoulement et d'exercice, donc voilà, et là j'ai un petit peu plus réfléchi à ce que je voulais raconter, donc j'espère que ça vous plaira, et voilà pour l'instant. Comme mot de la fin, voilà, je suis très content que French Nerd m'ait interviewé, et j'espère bientôt faire des choses encore avec les French Nerdiens, avec François, avec Raph, avec tous les gens de French Nerd. Et voilà, et je vous dis à bientôt sur Golden Moustache ou ailleurs.